2 mois après l'offensive du Tet, lancée par les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong, la guerre du Vietnam devient de plus en plus impopulaire. Car désormais, l'Amérique ne peut plus croire à une victoire rapide. Cette semaine, des centaines de jeunes ont brûlé leur livret militaire en signe de protestation contre la conscription. Vous brûlez vos livrets militaires? Je refuse d'aller crever au Vietnam dans une rizière pour un but que même le président ne connaît pas. La présence militaire américaine au Vietnam ne cessant d'augmenter et les engagés volontaires ne suffisant pas aux besoins sur place, l'armée est obligée de recourir à la conscription massive pour former de nouvelles recrues. Ce poste pourrait s'appeler la maison de l'infanterie de combat, mais en réalité, il s'agit d'une maison provisoire. Car dans quelques mois, nous partirons tous au Vietnam. Arthur Wicknick, jeune recrue de 19 ans, vient d'être affecté à Fort Polk, en Louisiane. Pour des dizaines de milliers d'autres recrues, ce centre d'entraînement de 80 000 hectares est l'ultime étape avant de partir au Vietnam. Il y a un mois, l'armée, je ne la connaissais même pas. Je venais de m'acheter une voiture flambant neuve, une Camaro modèle 1968. Et j'avais trouvé un nouveau travail dans une usine d'aviation. Je gagnais bien ma vie et j'ai reçu mon avis de conscription. Ça m'a flanqué un coup parce que je menais une vie agréable. J'avais tout ce que je désirais et je me serais bien passé de la caserne. Mais le devoir m'appelait et tous mes amis avaient été incorporés. Encore! Encore! On peut dire qu'on nous en faisait baver. Mais j'aurais préféré rester là que de partir au Vietnam. Quand mon chef instructeur a voulu m'envoyer à l'école des sous-officiers de l'armée, j'ai failli lui dire non. Mais il a ajouté « Tu pourras rester en Amérique 6 mois de plus. » Je lui ai répondu, si c'est comme ça, d'accord. Je ne voulais surtout pas partir au Vietnam. Je me suis dit que d'ici 6 mois, la guerre serait peut-être finie et que notre engagement ne serait que marginal, qu'on n'y enverrait plus personne. Hélas, quand je suis parti à l'école des sous-officiers, la guerre n'était pas encore à son maximum de violence. En effet, la guerre à laquelle Arthur Wicknick s'apprête à participer continue de s'intensifier. Même si les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong ont subi une défaite militaire à l'occasion du Tet, ils ont remporté une victoire psychologique. Et ils lancent une série d'attaques limitées visant à saper davantage le moral des soldats américains. Le pays était déjà en ébullition, mais les événements désastreux des 5 mois qui vont suivre vont presque le déchirer. On a tiré sur le sénateur Kennedy. Il est à terre. Dans ce contexte de guerre et de troubles intérieurs graves, le républicain Richard Nixon remporte les élections présidentielles. Il a promis de rétablir l'ordre dans le pays et d'obtenir la paix à l'étranger. The greatest honor history can bestow is the title of peacemaker.
Au moment où Nixon prête serment, il y a 537 000 soldats américains engagés au Vietnam. Chaque semaine, on compte 300 morts ou blessés. On a eu beau remplacer 6 mois auparavant le général Westmoreland par le général Creighton Abrams comme commandant en chef des armées, la situation militaire reste inchangée. Les missions de recherche et destruction se poursuivent. Les forces terrestres américaines passent des semaines à traquer un ennemi qui leur échappe sur un terrain difficile, et cela se traduit par de lourdes pertes. Pour les soldats américains qui arrivent au Vietnam en 1969, le spectacle est le même que 4 ans plus tôt. On entasse les morts. Pour soulager le stress des soldats continuellement engagés dans les combats, l'armée américaine a installé des infrastructures où ils peuvent se reposer et se distraire. Ces infrastructures existaient déjà lors des guerres précédentes. Mais au Vietnam, pour la première fois, on les a installées tout près des zones d'opération. Si c'est ça le Vietnam, c'est une guerre qui me plaît. Il y a même des filles en bikini. Un mois après l'arrivée au Vietnam du sergent Arthur Wicknick, on accorde 3 jours de repos à sa compagnie, celle de la 101e division aéroportée. C'est fantastique, mais en même temps, je me sens un peu coupable. La majeure partie des gars qui sont là se battent depuis des mois. Ils ont bien mérité un peu de repos. Ce n'est pas mon cas. Juste au moment où je commence à m'amuser un peu, on nous fait rentrer à Camp Evans. Il s'est passé quelque chose de grave, mais on ne sait pas encore quoi. Après nous avoir rassemblés, le capitaine nous apprend qu'une autre compagnie se trouve en difficulté dans la vallée de Ha Chao et qu'on doit aller lui prêter main forte. Je n'avais jamais entendu parler de cette vallée, mais d'autres gars la connaissaient. Ils ont dit « Mauvaise nouvelle, cette vallée, les Nord-Vietnamiens la traversent avec leurs camions. Il faut vraiment y aller, mais qu'est-ce qui se passe ?» Arthur Wicknick ne le sait pas encore. Mais il va pénétrer dans une des zones les plus farouchement disputées du Sud-Vietnam. Située près de la frontière avec le Laos, cette vallée étroite et sinueuse est l'une des plus importantes bases nord-vietnamiennes au Sud-Vietnam. Elle est utilisée pour infiltrer les soldats et le ravitaillement qui arrivent par la piste Ho Chi Minh. Une semaine auparavant, un bataillon de 400 soldats américains a découvert 1500 Nord-Vietnamiens installés dans des tranchées sur la colline 937, à 1 km de la frontière. Depuis, ce sont des combats féroces. Les Américains ont un besoin urgent de renfort pour prendre la colline. Les sergents donnent les consignes concernant les munitions. On double toutes les quantités de munitions. Au lieu de 200 pour un fusil M16, on en prend 400. Pour le M60, on en prend 100 au lieu de 50. Bon sang, ça va pas être une promenade de santé. J'essaie de me faire une idée, mais impossible. Je n'ai jamais participé à un vrai combat. À part à l'entraînement, je n'ai jamais tiré avec une arme. Que faire? Sinon me fier à mon courage. Et prier pour que tout se passe bien. Nous volons droit sur l'objectif. Vu d'en haut, le paysage paraît étrangement pittoresque.
Ça me rappelle le Vermont. Mais le Vermont, je le connais bien. Et je sais que nous sommes bien au Vietnam. Le sergent Arthur Wicknick et sa compagnie se dirigent vers la colline 937 pour venir en aide aux soldats américains qui, depuis une semaine, tentent de déloger les Nord-Vietnamiens qui s'y sont retranchés. La colline surplombe les routes qui donnent accès au Sud-Vietnam et que les Américains essaient de bloquer. Mes camarades regardent tous fixement droit devant eux. Je fais comme eux et j'aperçois au loin Une sorte de tertre brun qui émerge de la végétation. C'est sans doute là que nous allons. Nous sautons à terre et on nous dirige vers le petit centre de commandement. Je n'en crois pas mes yeux. Sales et barbus, les soldats sont partout. Le sol est jonché de douilles vides et de boîtes de rations. L'air est empuanti par les excréments humains. Tandis que je cherche à comprendre, l'un des gars me montre du doigt et dit « Hé, sergent, mieux vaudrait arracher ton insigne de gradé. » Je lui réponds pourquoi, je l'ai gagné. Il me dit « Je te conseille de l'enlever parce que l'ennemi frappe les gradés en premier. Tu feras une cible privilégiée. » Pendant qu'il m'expliquait ça, un autre gars s'est approché et il a dit « Laisse tomber, c'est des bleus. Ils connaissent rien à rien. » Évidemment, après une semaine de combat, ces gars étaient hyper stressés. Et bien sûr, j'ai repensé à nos pique-niques arrosés à la bière pendant que ces pauvres gars se battaient. Je me suis senti coupable. J'ai eu envie de m'isoler parce que je ne me sentais pas digne d'être parmi eux. Pendant que nous nous arrangeons pour la nuit, j'entends les voix des Nord-Vietnamiens installés sur le sommet de la colline. Personne ne saura jamais ce qu'ils disent. Mais le message est clair. Ils veulent nous faire savoir qu'ils sont là et qu'ils nous attendent de pied ferme. Pendant que Wicknick et sa compagnie s'apprêtent à attaquer la colline 937, à 24 km plus à l'ouest, les pilotes américains essaient de stopper la progression de l'ennemi vers le sud, le long de la piste Ho Chi Minh. Si pour des raisons diplomatiques, les forces terrestres américaines n'ont pas le droit de pénétrer au Laos ni au Cambodge, là où passe la piste, les avions, eux, ont toute liberté de survoler ces zones et de les bombarder. En dépit de ces bombardements incessants, bloquer les mouvements de l'ennemi sur la piste Ho Chi Minh s'avère impossible. Disposant de 10 000 km de route, l'armée nord-vietnamienne change constamment de parcours. En outre, 100 000 ouvriers nord-vietnamiens travaillent 24 heures sur 24 à la réfection des routes endommagées. Résultat, les forces ennemies sont capables de faire circuler 10 000 tonnes de ravitaillement par mois, obligeant l'infanterie américaine à interrompre ce flux en s'aventurant dans un territoire hostile, composé de collines abruptes et couvertes de jungle. À cause des pluies, de la mousson et de l'humidité atroce, nous sommes tous constamment trempés.
Non seulement les Nord-Vietnamiens nous ont déjà tué 6 hommes, mais à présent les fièvres tropicales commencent à faire des ravages. Nous sommes bloqués ici depuis 3 jours. Et le mauvais temps vient encore tout compliquer. Karl Marlantes, 23 ans, lieutenant dans les Marines, se trouve sur la colline 400, à une centaine de kilomètres au nord de la position d'Arthur Whitnick. 3 jours auparavant, avec sa compagnie de 170 hommes, il a voulu barrer le passage à ce qu'il croyait être un groupe d'une centaine de soldats nord-vietnamiens qui se dirigeaient vers le sud-Vietnam par la piste Ho Chi Minh. Mais il s'est heurté à un régiment entier, fort de quelques 2500 hommes. Ici, plongé dans cette réalité absurde, j'ai du mal à croire qu'il y a un peu plus d'1 an, j'étais à Oxford. Au bout de 5 ou 6 semaines à l'université, j'ai commencé à me sentir coupable de boire de la bière et de fréquenter les filles, pendant que tous mes amis combattaient au Vietnam. Au point que j'ai fini par me dire, ça suffit, je ne peux pas rester ici. J'avais la sensation de me planquer derrière mes privilèges. Et ça m'était insupportable. Un matin, au réveil, je me suis dit, allez, j'y vais, je pars au Vietnam. Et me voilà coincé ici dans cet enfer. Il y a une autre compagnie à quelques kilomètres d'ici, mais les Nord-Vietnamiens l'encerclent. On était continuellement la cible des mortiers. On manquait d'eau, même si c'était la mousson. On tentait de recueillir un peu d'humidité que la brume déposait sur nos ponchos pour les lécher. On était dans une situation désespérée. Il nous restait très peu de munitions pour nos mitrailleuses. On se les était donc réparties à part égale. Je me souviens que je fixais une poignée de terre et je pensais à quel point c'était merveilleux de pouvoir regarder la terre. Et je me demandais ce qui me manquerait le plus si je mourais là. Pour la première fois depuis des jours, le ciel est dégagé. L'ennemi est au-delà de la zone d'atterrissage. Le grésillement de la radio nous fait revivre. On entend enfin les mots tant attendus. Les hélicoptères arrivent. Le lieutenant de Marines, Karl Marlantes, est bloqué sur la colline 400, tout près de la frontière avec le Laos. Après avoir subi de lourdes pertes au cours de terribles combats contre les Nord-Vietnamiens, sa compagnie a passé 3 jours sans vivres et sans munitions. Après avoir pris soin des blessés, nos nouveaux renforts ont commencé à décharger les cartons de munitions et les caisses de rations. Je n'ai jamais vu des gars se régaler autant avec des conserves aussi répugnantes. Une fois rassasié, je m'approche du commandant pour prendre les nouveaux ordres. À peine ai-je ouvert la bouche qu'il me coupe la parole. Il m'apprend que la plus grande partie des ennemis a quitté les lieux. Il ne reste qu'une centaine d'hommes retranchés sur la colline voisine, la colline 484. Il ajoute que si notre mission était d'arrêter les Nord-Vietnamiens, nous devons aussi nous emparer de la colline 484. Je n'en crois pas mes oreilles. On est resté là 3 jours sans rien à manger et il faudrait qu'on reparte à l'assaut aussi sec. Mais sa décision est prise. Nous attaquerons à l'aube. Tandis que nous prenons position, 1000 pensées m'assaillent. J'essaie de réfléchir à la façon de nous emparer de cette colline.
On pourrait faire ça comme ça, oui. C'est une bonne idée, mais si on faisait autrement, ça marcherait aussi. Allez, on fait ça. On passe en revue toutes les solutions pour s'emparer de cette colline. Et puis, on s'aperçoit qu'aucune stratégie ne permet de s'en emparer sans subir de pertes. Et puis, on se rappelle vaguement la forme de cette colline, là, juste au-dessus, dans l'obscurité. On sait que là-haut, il y a des gens qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas, mais que d'ici 1 heure ou 2, on cherchera à se massacrer les uns les autres. On reste assis, on secoue la tête, on se dit « je vais le faire, je ne me dégonflerai pas cette colline, je la prendrai d'assaut ». Et en même temps, on se dit « mais pourquoi j'irai la prendre, cette fichue colline ?» Mais la réponse, je la connais déjà. Je suis un marine. Et un marine ne laisse jamais tomber ses camarades. Le soleil pointe à l'horizon. Les hommes discutent tranquillement. L'espace d'un instant, tout semble calme. Le sergent Arthur Wicknick se trouve au pied de la colline 937, dans la vallée d'Ashau. Avec sa compagnie, il a rejoint un bataillon qui, depuis 10 jours, essaie en vain de s'emparer de la colline. Aujourd'hui, ils vont tenter un 10e assaut. Ils espèrent que ce sera le dernier. L'ordre vient de nous parvenir. Fixez vos baïonnettes. Tuez tous ceux qui se trouvent face à vous. Et quand vous serez à court de munitions, vous les embrochez. À 8 h du matin, l'aviation américaine entame une demi-heure de bombardement intensif sur la colline 937. À 8h30, pour tous les postes d'artillerie américaine à portée de tir, c'est 90 minutes de feu nourri pour préparer le terrain. À 10 h, les canons se taisent. Et c'est au tour de l'infanterie. On croit que ça se passera de façon ordonnée. Loin de là. C'est le chaos. Ça tire de partout, les gars s'éparpillent dans toutes les directions pour éviter de servir de cible. Au milieu de ce vacarme, on entend siffler les projectiles ennemis. C'est absurde, mais j'ai l'impression qu'ils frappent la boue qui est devant moi. Serais-je une cible idéale? Tout à coup, je me rends compte que je n'ai pas arraché mes galons. Ils voient que je suis sergent-chef. Je n'avais pas de couteau et c'était pas le moment de penser à ça. J'étais trop occupé à me protéger. Je me suis levé et j'ai tiré dans la direction d'où venaient les balles. J'ai rechargé mon arme et j'ai tiré à nouveau. J'ai senti quelque chose qui m'a aveuglé. Quelque chose m'a frappé et m'a fait tomber à la renverse. Je ne pouvais penser qu'à une chose. Ça y est. Je vais mourir, sur cette colline, perdue au milieu de nulle part. La douleur est devenue plus forte. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'un soldat ennemi m'avait tiré dessus. Le premier coup avait fait gicler la boue devant moi. Le second ne m'avait pas touché, mais l'onde de choc du projectile m'a fait tomber en arrière. Sachant que je n'aurais pas 2 fois la même chance, je crie à mes gars « En avant, suivez-moi !» Je me suis mis à courir. Les balles m'effleuraient les pieds.
j'ai gravi toute la colline au pas de course et j'ai sauté dans un bunker abandonné, sans réfléchir, ni me soucier de ce qu'il y avait à l'intérieur. Il fallait que j'arrive au sommet de cette colline. Ils sont tous à terre, le visage dans la boue. Si on n'arrive pas à prendre ces bunkers, on va tous y passer. Le lieutenant Karl Marlantes, lui, se trouve sur la colline 484. Quelques heures auparavant, avec sa compagnie, ils ont attaqué une centaine de Nord-Vietnamiens retranchés sur la colline. Je crie à un de mes hommes. Arrose cette mitrailleuse qui nous tire dessus depuis le bunker. Il faut les tenir occupés. Il s'est redressé et la mitrailleuse s'est mise à lui tirer dessus. Il a riposté. Il perdait beaucoup de sang. Il avait été blessé à la jambe et je voyais son sang qui jaillissait à chaque battement de son cœur. Il a continué à tirer. Il a réussi à neutraliser la mitrailleuse. Je me suis dit, c'est le moment, et j'ai grimpé la colline au pas de course. J'ai cru que j'étais resté tout seul. Du coin de l'œil, je vois tous mes gars, à quelques mètres derrière moi. Quand on arrive devant le bunker, ils ouvrent tous le feu. Pendant que je cours en avant, en balançant des grenades. Tous les gars m'ont suivi. Et on a réussi à prendre la colline. Quatre hommes sont morts lors de l'assaut de la colline 484. Chacun d'eux était un ami. Il arrive que les consignes qu'un officier donne à ses hommes se soldent par de très lourdes pertes. C'est dur. Souvent, on choisit les meilleurs éléments parce qu'on sait que l'opération sera difficile et qu'on veut être sûr qu'elle réussira. Si bien que ce sont souvent les meilleurs qui sont tués. C'est toujours très pénible. C'est lourd à porter. Je me suis accroupi. J'essaie de me préparer à une riposte violente. Il règne un calme insolite. Je n'entends que quelques coups de feu et des grenades qui explosent au loin. Et puis je vois quelqu'un qui surgit et qui me fait un signe amical. Je comprends que ce sont mes gars qui gravissent la colline. Le 20 mai 1969, après 10 jours de combats sanglants, les troupes américaines s'emparent de la colline 937. La victoire a un prix, 70 morts et 372 blessés côté américain. Les Nord-Vietnamiens ont perdu plus de 600 hommes. Si les Américains ont réussi à conquérir la colline avec des pertes inférieures, la majeure partie des 1500 soldats nord-vietnamiens qui se trouvaient sur la colline 937 est parvenue à fuir au Laos.
Je suis tellement excité que je ne sais même pas quoi dire. Je n'arrive pas à croire que je suis toujours en vie. On a fini par la prendre, cette maudite colline. Je m'apprête à m'asseoir un moment quand 2 soldats s'approchent de moi et me disent « Tu sais quoi? On lui a donné un nom à cette colline. » Lequel? La colline Hamburger. Pourquoi ça? Parce que ça a été une véritable boucherie, c'est pour ça qu'on l'a baptisé ainsi. On a même accroché une pancarte sur un tronc d'arbre. Je suis allé vérifier et c'était vrai. Ils avaient fixé l'écriteau sur un tronc avec une pointe de baïonnette. Je regarde la pancarte. Et je vois un bout de carton attaché en dessous où était écrit en plus petits caractères « Cela en valait-il la peine ?» L'instant d'après, alors que je regarde les troncs d'arbres abattus tout autour de moi et les cratères creusés par les bombes, je commence à entendre les gémissements des blessés. Et l'odeur de cordite me pique les narines. Et je me demande, la colline Hamburger, est-ce que ça en valait la peine? Bon sang. J'espère vraiment que oui. La bataille de la colline Hamburger près de la frontière du Laos est finie. Aujourd'hui, une douzaine de snipers nord-vietnamiens ont été abattus. Sans même avoir le temps de savourer leur victoire, il leur faut déjà se préparer à quitter cette colline maudite. Le 5 juin 1969, 16 jours après l'avoir héroïquement prise d'assaut, les Américains abandonnent la colline Hamburger. 3 semaines plus tard, les Nord-Vietnamiens la réoccupent sans avoir à livrer le moindre combat. La colline Hamburger résume toute la guerre du Vietnam. Au niveau tactique, il était facile de comprendre quelle était notre mission. Au niveau stratégique, il n'y avait aucun objectif clair. Je pense à la Seconde Guerre mondiale que mon père et mes oncles ont faite. Dans le Pacifique, il leur a fallu conquérir telle ou telle île pour se rapprocher de Tokyo, mais ces avancées avaient un sens. Ou alors, ils ont débarqué en Normandie, libéré Paris et franchi le Rhin. Il y avait des objectifs. La guerre du Vietnam, c'est le premier conflit où tout n'était pas clair. Comment savoir qui a remporté la victoire? Le 27 juin, dans un numéro sans précédent, le magazine Life publie un article de 12 pages et reproduit les photographies des 242 Américains tués en une seule semaine. Beaucoup pensent à tort que tous ont été tués durant la prise de la colline Hamburger. Cette bataille déclenche de violentes réactions et des polémiques enragées. Lors de sa campagne électorale, le président Nixon a affirmé qu'il avait un programme de paix. Où est-il? On veut prouver à M. Nixon qu'on est si nombreux à être contre la guerre qu'il est politiquement possible d'y mettre fin. Edward Kennedy, sénateur du Massachusetts, a publié un communiqué dans lequel il critique l'orgueil militaire insensé et irresponsable au nom duquel on envoie des Américains se faire tuer dans des batailles aussi inutiles que celle de la colline Hamburger. Nixon doit donner de nouveaux ordres au commandement militaire pour que cessent ces absurdités. En dépit du fait que l'armée américaine a déjà mené beaucoup d'opérations comme celle de la colline Hamburger, l'opinion publique américaine, encore traumatisée par l'offensive du Tet et frustrée par les promesses de paix non tenues du président Nixon, commence à considérer cette bataille comme le symbole de toute la guerre du Vietnam, à savoir un insupportable gâchis de vies humaines.
Révoltés par les images cruelles parues dans les médias depuis 4 ans et par les pertes de plus en plus lourdes subies par leur armée, les citoyens américains manifestent une hostilité croissante vis-à-vis d'un conflit apparemment sans fin. L'opinion publique américaine se cherche un bouc émissaire capable d'expier son humiliation et sa frustration. Et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, c'est son armée qui doit porter le fardeau de la réprobation nationale. Je me souviens très bien de mon dernier jour, parce que j'avais atterri à Da Nang, l'aéroport par lequel on transitait pour rentrer au pays. J'étais tellement content de partir et d'avoir accompli mon devoir. Juste après le décollage, on s'est mis à crier et à hurler. On se lançait toutes sortes d'objets, des coussins, n'importe quoi. Une fois en vol, le pilote nous a dit « Messieurs, si vous voulez jeter un dernier coup d'œil au Vietnam, je peux survoler la côte un instant. » Tout le monde l'a insulté grossièrement et ça a été un non unanime. Quand mon frère est venu me chercher à l'aéroport, on a fondu en larmes. Et puis il m'a dit « Maintenant il faut sortir, mais je te préviens que ce ne sera pas une partie de plaisir. » Je me suis étonné. Il m'a expliqué qu'il y avait des incidents à cause des manifestations. J'ai pensé « Des incidents? Moi j'arrive du Vietnam, qu'est-ce que tu veux que j'en sache ?» Je me sentais comme un milliardaire. J'avançais dans le terminal avec mon uniforme et mon sac, le torse garni de médailles. Rien n'aurait pu me faire changer d'humeur. Et puis les gens ont commencé à me dévisager. On est sorti et on est monté en voiture. Les manifestants tapaient sur la voiture avec leurs pancartes. Ils me hurlaient dessus. Ils tambourinaient sur les vitres et ils m'insultaient. Voilà l'accueil que j'ai reçu à mon retour. J'étais complètement hébété. Lors de mon retour, j'ai vu des gens chuchoter en me montrant du doigt et j'ai senti toute ma fierté s'envoler d'un coup. La salle d'attente se remplissait, tous les sièges étaient occupés sauf ceux à ma gauche et à ma droite. Les gens préféraient s'asseoir par terre ou rester debout plutôt que de s'asseoir à côté de moi. Jamais de ma vie je ne me suis senti aussi seul, aussi pestiféré, aussi abandonné. Il ne me restait plus qu'à rentrer à la maison et à enlever cet uniforme. Je ne pourrais plus jamais en être fier. Désormais, il fallait que j'en ai honte. L'idée m'est venue de traverser la rue, de leur dire qui j'étais et de leur expliquer que les gens contre qui ils manifestaient et qu'ils tournaient en ridicule étaient simplement des gars qui essayaient de faire leur boulot. Mais je me suis dégonflé. Mon cousin est venu me chercher à l'aéroport et on est rentré à la maison. Mon père était assis à table et il est resté bouche bée. Ma sœur me fixait interloquée. J'ai demandé « Où est maman ?» Elle dort. Elle dort? Il est 10 heures du matin. Je suis entré dans sa chambre et je lui ai dit « Maman, je suis là. » J'étais chez moi.